Bonjour tout le monde, donc ceci est la vidéo de la classe inversée numéro 3, qui correspond d'ailleurs à la partie 3 du chapitre 6 sur la monnaie. Avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous rappeler que la classe virtuelle, l'unique classe virtuelle, a lieu chaque lundi à 10 h avec le lien habituel, donc avec le groupe 4 de spécialité SES. Je mets des vidéos en ligne à chaque fois qui correspondent à l'essentiel des connaissances qui ont été mises en œuvre dans chacune de ces classes virtuelles ou dans les chapitres que vous aviez à compléter, et à chaque fois le travail à faire pour chaque lundi. Voilà, et voire même mardi, parce que là il y aura une petite chose en plus par rapport à ça. Alors, nous avons déjà traité les formes et les fonctions de la monnaie. Il n'y a pas eu de question ce matin sur qui crée... Ah, ça y est, ça commence. Qui crée la monnaie? Donc là, avec l'idée essentielle étant que donc ce sont bien les banques de second rang qui, en donnant des crédits, en accordant des crédits, créent la monnaie, sous le contrôle justement du rôle quelque part gendarme de la banque centrale, qui va être justement le sujet de notre leçon d'aujourd'hui, c'est-à-dire quel est le rôle de la banque centrale. Donc contrôler la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Donc il faut bien voir qu'effectivement il y a un lien entre les banques de second rang qui créent la monnaie d'une part en créant des crédits. Elles font des dépôts finalement sur les comptes en banque des gens, mais heureusement elles sont limitées en cela par le rôle d'intervention finalement et de régulation de la banque centrale. La banque centrale qui est donc aussi la banque des banques, et qui va utiliser le taux d'intérêt directeur comme l'outil principal de sa politique monétaire de régulation. Alors j'avais juste démarré avec cette une que j'avais trouvée dans Le Monde, c'était le 28 mars. Juste parce que ce qui m'interpellait, c'était le titre de cette une, Coronavirus, la théorie du recours à la monnaie hélicoptère. Avec la pandémie, l'idée que les banques centrales donnent directement de l'argent aux citoyens est débattue très sérieusement. Donc là, on voit bien qu'on est au cœur de notre chapitre, puisqu'il s'agirait là carrément d'injecter de l'argent par l'intermédiaire des banques centrales. Et donc on est bien dans l'idée de création monétaire aussi. Quel est le rôle de la banque centrale? Alors là, il s'agit d'un diapo que je ne vais pas complètement commenter, parce que c'est ni plus ni moins la reprise de la correction dont vous avez eu le document disponible dès aujourd'hui, lundi 30 mars. Et donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et à en suivre le script, parce que ce qu'on a fait, c'est ni plus ni moins le script de la vidéo. Donc le début de la vidéo expliquait comment les banques de second rang créent de la monnaie. Il est alors fondamental de contrôler la monnaie en circulation dans notre économie. C'est le rôle de la banque centrale via les crédits accordés par les banques de second rang. Donc lorsqu'une banque a besoin de liquidité, elle fait appel à la banque centrale, puisqu'elle a un compte à la banque centrale qui prête à un taux d'intérêt appelé taux directeur. Ce taux se répercute directement sur les taux d'intérêt des crédits. Plus les taux sont faibles, plus la demande de crédit est importante. C'est ça qui est important à comprendre dans cette page, c'est comprendre vraiment la mécanique, et vous devez la mémoriser, que plus les taux d'intérêt sont faibles, plus un crédit moins un crédit est coûteux. Donc plus les taux d'intérêt sont faibles, moins le crédit est cher. C'est vrai pour un ménage, c'est vrai pour une entreprise, mais c'est vrai également pour les banques qui, d'un côté, peuvent emprunter à moins cher auprès de la Banque centrale, mais de ce fait peuvent répercuter cette baisse sur toute l'économie, parce que si ça leur coûte moins cher d'emprunter auprès de la Banque centrale, ça va leur coûter, elles peuvent donc nous faire bénéficier à nous finalement de crédits également moins chers. Et donc elles vont injecter de la monnaie, parce que si elles font des crédits, elles créent de la monnaie. À l'inverse, si la Banque centrale
pratiquent des taux d'intérêt élevés par rapport aux banques de second rang, alors automatiquement, il y aura moins de demandes de crédit parce que le crédit est trop cher. Les banques vont moins emprunter auprès de la Banque centrale et elles vont donc elles-mêmes prêter moins, comment dire, aux ménages parce qu'elles vont répercuter finalement ce taux d'intérêt élevé auprès des ménages. Tous les mois, la Banque centrale réajuste son taux d'intérêt directeur en fonction de l'inflation pour réguler au mieux notre économie. Pourquoi? Parce que on se rappelle que quand on crée beaucoup de monnaie, c'est-à-dire quand on facilite le crédit, ça signifie qu'on donne plus de pouvoir d'achat aux ménages et aux entreprises, et ça va avoir tendance à faire monter les prix, puisqu'ils vont pouvoir dépenser davantage. Jusqu'à présent, les banques centrales se donnaient un objectif de stabilité monétaire. Dans la circonstance actuelle de crise liée au coronavirus, on voit que cette orthodoxie, cette règle, eh bien, est en train d'être assouplie, vraiment très... Enfin, assouplie, le mot est faible, hein, c'est-à-dire que là, elle est carrément remise en cause, hein, cette règle. Donc, si on résume, on voit bien que la Banque centrale, donc, elle a le monopole d'émission des billets. Bon, ça, c'est quand même, c'est un détail, mais c'est important de le savoir. Ce qui est très important là-dedans, ce sont les 3 autres points. Prêteur en dernier ressort, ça signifie qu'en cas de risque de faillite pour une banque commerciale, pour une banque de second rang, la Banque centrale est là en garantie. Donc, c'est vraiment un rôle qui a été essentiel lors de la dernière crise financière de 2008-2009. Sans les banques centrales, la crise, il y aurait eu un effondrement de toute l'économie. Et ça n'a pas été le cas grâce au rôle de la Banque centrale qui est venue porter secours aux banques commerciales. Deuxième rôle majeur, une politique monétaire, et dont on va voir que cette politique monétaire, elle peut être de 2 types, en fait. Il y a un premier type, il y a un deuxième type. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Cette politique monétaire, elle peut être, comment dire, une politique de relance, une politique de création monétaire qui facilite le crédit avec des taux d'intérêt faibles. Donc, taux d'intérêt faibles. Voilà. Mais en fait, cette politique monétaire, elle peut être au contraire une politique de rigueur, d'austérité. Et là, donc, on va limiter les crédits, hein, on va limiter la création monétaire avec des taux d'intérêt qui, là, par contre, vont être élevés. Alors, c'est pas très joli ce que je fais, puis ça se mélange en plus. Du coup, hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre avec cette politique monétaire, c'est que il va y avoir un choix en fait à faire ici entre soit on vise des taux d'intérêt, excusez-moi, des taux d'intérêt élevés parce qu'en fait on veut limiter la création monétaire, parce qu'on veut favoriser la stabilité des prix ici, hein. C'est ça qu'on veut. On veut pas d'inflation, on veut de la stabilité des prix. Mais là, aujourd'hui, dans le cadre du coronavirus, on est clairement en train de considérer cette posture-là en urgence, parce qu'en fait, il va falloir donner de l'argent aux gens pour qu'ils dépensent, pour inciter les entreprises à produire. Je ne vais pas plus loin là-dessus parce qu'on va y revenir après. Là, je m'arrête sur l'indépendance de la Banque centrale. Alors, clairement, excusez-moi, j'ai un problème avec ma souris. Clairement, pour la BCE, c'est la définition même de la BCE, c'est son indépendance vis-à-vis des gouvernements, et voire même sa domination, hein, vous voyez, sur les banques centrales des différents pays. Par contre, si je parle de la Fed aux États-Unis, donc le Federal Reserve Board, elle n'est pas du tout indépendante du gouvernement américain et des décisions de Monsieur Trump. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors après, je vous laisserai lire la correction
du début à la fin. Je ne vais pas tout commenter. Je vais faire comme ce matin dans la classe virtuelle. Je vais m'arrêter sur certains commentaires qui nécessitent plus d'approfondissement. Ça, c'est un petit peu des révisions par rapport à la partie 2, hein, se rappeler que ce sont bien les banques de second rang qui sont à l'origine de la création monétaire quand elles décident d'octroyer des crédits aux ménages et aux entreprises. Mais alors c'est ça qui est important ici, c'est que la Banque centrale peut faciliter ou freiner cette possibilité. Vous voyez, c'est cette articulation-là qu'il faut comprendre. À quoi sert la Banque centrale? Bon, bah ça, je l'ai dit longuement je vous renvoie un petit peu avant dans la vidéo avec le schéma. Donc définir et mener la politique monétaire, surveiller, gérer les systèmes de paiement. Ça, c'est justement voir un petit peu comment dire, les systèmes de paiement qui sont en circulation, assurer la solidité du système bancaire en jouant le rôle de prêteur en dernier ressort. Hein, donc voilà. Hop. Et donc là, il y avait un document texte où on demandait pourquoi la Banque centrale peut être vue comme la banque des banques. Bah parce que les banques de second rang, elles ont un compte auprès de la Banque centrale comme vos parents ont un compte auprès de leur banque. C'est le même principe. Alors, là, en fait, ce qui était intéressant dans ce passage-là, c'est la question des réserves obligatoires. C'est-à-dire que la Banque centrale impose, en fait, comment dire, aux banques de second rang, du fait qu'elles ont un compte auprès d'elles, de garder un pourcentage de leurs avoirs, hein, mais de ne pas y toucher, de les laisser en dépôt auprès de la Banque centrale. C'est une façon pour la Banque centrale de s'assurer que, en cas de demande tout à coup importante de retrait d'argent de la part des ménages, que les banques ne soient pas prises au dépourvu et incapables de mettre cet argent-là à la disposition des individus. Alors, qu'est-ce qui limite la création monétaire? Les banques de second rang doivent garder des réserves obligatoires, ça je viens de le dire. Les retraits effectués par les clients des banques, donc voilà, c'est ce que je viens de dire aussi. Et il faut enfin que les banques de second rang puissent payer ce qu'elles doivent au jour le jour aux autres banques, parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous imaginez, il y a tout un tas de transactions qui sont faites dans la France entière, le monde entier, par les clients des banques, mais ils sont pas tous à la même banque. Donc les banques, quelque part, se retrouvent pour échanger les sommes qu'elles se doivent mutuellement. Et il ne faut pas que qu'une banque ou une autre soit dans l'incapacité de payer ce qu'elles doivent à une autre banque. Hein. Et puis, surtout, enfin, la principale limite, ça va être justement la politique monétaire que la Banque centrale a décidé de mettre en place. Et c'est là qu'on revient au schéma que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que c'est une politique monétaire qui favorise la création monétaire, ou est-ce qu'au contraire, c'est une politique monétaire qui limite la création monétaire? Jusqu'à présent, le principal objectif, c'était celui-là. Hein. C'était s'assurer qu'il y avait assez de monnaie, parce qu'il faut quand même que les agents économiques puissent trouver un financement pour leurs investissements futurs, hein, notamment pour les entreprises. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que s'il y en a trop de demandes, et du coup hausse des prix, du coup inflation. Et jusqu'à présent, clairement, l'Union européenne, sous l'influence je dis l'Union européenne, je devrais dire la zone euro, sous l'influence de l'Allemagne, a vraiment mis le paquet sur un objectif de stabilité des prix. Le problème, c'est que derrière ça, il y a une création monétaire qui est limitée, et par conséquent, ça freine la création de richesse, et ça freine l'investissement en fait, et peut-être même que ça freine du coup la création d'emplois. Voilà. Alors, je vais peut-être avancer rapidement là. Donc, que signifie un taux d'intérêt à 0%? Ça, c'est important de le comprendre, hein, c'est qu'un taux d'intérêt à 0%, c'est le crédit est gratuit. C'est-à-dire, vous empruntez 10 000 €, vous remboursez 10 000 €. Vous n'avez pas
de charges d'intérêt en plus. Alors c'est très motivant quand on emprunte, hein, puisque ça signifie même, imaginez, vous êtes une entreprise, vous avez emprunté à 10 000 euros, grâce à ça vous avez acheté des machines qui vous ont permis de créer une grosse valeur ajoutée, vous avez fait pas mal de profits, et pour autant, vous avez toujours 10 000 euros à rembourser 3 ans plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle un effet levier très intéressant. Par contre, c'est beaucoup moins motivant pour celui qui prête. Hein. Ce qu'on attend derrière ça, hein, sur un taux d'intérêt à 0%, c'est la relance, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment booster l'économie en disant, bah, allez-y, quoi. Prenez des crédits, parce que de toute façon, il ne vous coûtera rien. Donc, de la production, de l'emploi, des revenus, de la demande. Un faible taux d'intérêt est donc censé amener à une plus forte croissance. Alors je suis pas revenue là sur pourquoi une baisse du taux d'intérêt peut-elle conduire à une baisse des taux d'intérêt pour l'ensemble des crédits? Bah parce que la banque centrale est la banque des banques. Et donc quand il y a un taux d'intérêt directeur de la BCE qui baisse, c'est un signal, déjà ça permet aux banques de second rang d'emprunter à un très faible taux et donc de répercuter ces faibles taux auprès des ménages et des entreprises. Du coup, je vous laisse regarder le schéma sur les conséquences de la baisse du taux d'intérêt directeur sur la création de monnaie, parce que finalement c'est une répétition de ce que je viens de dire. Alors avec le risque ici, hein, c'est toujours le risque que forcément derrière, hein, si le crédit est pas cher, on va inciter, on va créer une situation où bah, les ménages et les entreprises vont avoir tendance à consommer et à investir beaucoup plus, et peut-être plus vite que les entreprises ne sont capables de fabriquer ce que les ménages et les entreprises veulent. Et dans ces cas-là, on est clairement dans une situation de risque d'inflation. Et puis, évidemment, derrière, il y a un risque aussi de surendettement. Hein. Quand vous mettez un crédit à pas cher, vous dites aux gens, allez-y, quoi. Hein. C'est le moment de claquer de l'argent que vous n'avez pas. Et le problème, c'est qu'un jour, il faut quand même le rendre. Même s'il n'y a pas d'intérêt à rembourser, il faut quand même rembourser la somme empruntée. Et ça, c'est quand même un énorme risque qu'on soit une entreprise, un État ou des ménages. Voilà. Conclusion, la Banque centrale prête de la monnaie aux banques de second rang. Oui, c'est vrai. Ce sont les banques de second rang qui fixent les taux d'intérêt directeurs. Mais non, c'est faux, puisque c'est le taux directeur qui est pratiqué pour prêter de l'argent aux banques de second rang, et elles vont mettre leur propre taux d'intérêt, si possible en baisse, si c'est une baisse qui a été annoncée. Quand une banque centrale veut favoriser la création de monnaie, elle augmente ses taux d'intérêt. Non, c'est le contraire. Si vous voulez favoriser la création de monnaie, il va falloir que la banque centrale favorise une baisse des taux d'intérêt. Alors voilà, là c'est tout à fait spectaculaire. Hein. Vous voyez l'évolution du taux d'intérêt directeur pratiqué par la banque centrale donc depuis 2009, en fait, là, hein, c'est pas du tout un hasard, hein, c'est la crise financière, le grand krach boursier de 2008-2009. Et vous voyez, on est passé d'un taux d'intérêt directeur de grosso modo 4% à 0% depuis 2014. Hein, donc là, c'était vraiment un changement philosophique énorme pour la BCE. Suivi en cela, pas suivi, elle a suivi en cela, pardon, la Fed, qui avait déjà pris cette décision dès le début de la crise financière, vous voyez ici, avec vraiment une décision ultra rapide, quoi. Hein. 2008-2009, ouf, on passe. Alors eux, ils n'étaient pas complètement à 0%, par contre. Vous voyez, on est à 0,3-0,4%. Et là, il y a eu un changement, par contre, de politique monétaire par la Fed, puisque on voit qu'il y a une remontée du taux d'intérêt directeur jusqu'en 2019. Bon, on peut penser que là, en 2020, tous les taux d'intérêt directeurs vont évoluer de cette manière-là, dans le but de favoriser la création monétaire. En octroyant beaucoup plus de crédits avec un taux d'intérêt très faible, en espérant que les entreprises vont se saisir de ça
pour relancer leur production en investissant, que les ménages fassent la même chose pour consommer, parce que derrière, on a envie que ce soit la demande globale qui augmente, puis la production, donc le PIB, puis du coup l'emploi, puis les revenus distribués, et relancer ainsi un cercle vertueux, production, emploi, revenus, demande, demande, production, et ainsi de suite. Voilà ce que l'on peut dire là-dessus. Je vous laisserai lire la suite du corrigé. Donc là, on voit, c'était toujours un autre article du Monde sur ces sujets-là, hein. Coronavirus, Conseil européen, les 27 ébauchent la suite. Donc des propositions sont attendues, et on voit bien que là, il est question de savoir justement si on va vers un plan massif de relance économique. Suspension du pacte de stabilité, des contraintes budgétaires, hein, ça veut dire on va aller vers de la création de dépenses publiques, donc une ouverture du déficit public. Donc ici, assouplissement du régime des aides d'État, donc plus de dépenses publiques, afin de permettre au gouvernement de voler au secours de leurs entreprises sans contrevenir aux règles du marché intérieur. Mise à disposition, alors c'est ça qui est intéressant, mise à disposition de 37 milliards d'euros pour aider les pays à financer les ravages du virus. Engagement de la Banque centrale européenne à injecter plus de 1000 milliards d'euros dans l'économie. Alors là, voilà, ça y est, on est plus du tout dans la politique de rigueur, d'austérité, mais bien dans une politique monétaire de relance, ce qui est la première fois depuis le milieu des années 80. Hein. Donc ça fait plus de 40 ans maintenant, ou 40 ans, 35 ans, si je calcule bien. Donc politique de relance, et là, oui, on est vraiment dans une rupture historique. Je vous laisserai, je ne sais plus si j'avais d'autres choses à vous dire. De toute façon, je vais vous mettre tout le PDF aussi en disposition. Voilà. Ouais, parce que ça peut être intéressant. Voilà. Avec ce schéma de... Ouais, vous regarderez la fin du PDF, du diapo. Alors, je rappelle, pour lundi prochain, il faut réaliser l'une des 3 activités à la fin du chapitre 6, à 1 ou à 2. C'est bien l'une des 3 activités, c'est pas les 3 activités. Et pour ce qui concerne l'activité dissertation, classe virtuelle possible à la demande, sur votre demande, pour ceux qui partent sur ce projet ambitieux. Alors je rappelle, hein, pour l'activité dissertation, c'est un plan détaillé et une rédaction de l'intro. Voilà, au revoir. Bon, ça a été plus long que prévu. Mais et encore, j'ai pas fini, hein, si ça vous intéresse, vous regardez la fin du diapo, donc 6 juin. Et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.